Bonjour à tous. Donc, j'ai été bien introduit. Merci beaucoup. Donc, c'est grâce à une grande équipe, comme je disais, comme il vous a été dit, que j'ai été capable de produire les données et la présentation. En fait, ce que vous allez voir, le contenu vient en majeure partie de mes étudiants et mes professionnels de recherche. Donc, c'est ça le fun d'être professeur. On est capable de donner de la job à d'autres, puis après ça, de la présenter. Donc, c'est ça. Mais en fait, je voulais nommer Francis Lessard, Naïm Perrault et Émilie Drolet. Et aussi, c'est un projet qui est fait en collaboration depuis le début avec l'équipe du CERFO, donc Philippe Bernival et Mathieu Varin, qui va présenter d'ailleurs demain des résultats sur un autre projet. Je fais une petite mise en contexte, en fait, parce que je suis hydrologue forestier. Puis être hydrologue forestier, c'est s'intéresser à l'eau dans le milieu forestier. L'eau, vous le savez, c'est en très grande abondance au Québec. Donc, ça représente 2 de toute l'eau douce de surface renouvelable au monde. C'est plus de 500 000 lacs. C'est une longueur incalculable de cours d'eau. Mais c'est aussi 12,5 de tout le territoire forestier qui est couvert par des milieux humides. En étant ingénieur forestier, on a à aménager le territoire et de façon durable, le territoire forestier. Ça passe inévitablement par la protection des ressources en eau et des écosystèmes qui y sont associés. Et là, je vous fais juste une petite liste très rapide des lois. Loi sur l'aménagement durable des forêts, qui est mise en application par le règlement d'aménagement durable des forêts. Il y a la loi sur la qualité de l'environnement qui touche tout le Québec et son règlement d'application. Il y a la loi sur l'eau, maintenant, depuis 2009, qui a été modifiée dernièrement, qu'on doit aussi mettre en application avec le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Et ensuite, il y a récemment la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, qui est, elle aussi, mise en place depuis à peu près une semaine, le règlement concernant les atteintes aux milieux humides et hydriques. Il est nouveau, il faut que je maîtrise encore le nom un peu. Mais l'idée, c'est que c'était pour vous montrer que peu importe où on fait de l'aménagement du territoire, il y a des cadres réglementaires et la connaissance du milieu aquatique, elle est absolument nécessaire dans chacune de ces lois et chacun de ces règlements-là. Si on veut faire une protection efficace, une gestion efficace de ces milieux-là, ça nous prend une connaissance approfondie des ressources. À l'heure actuelle, ce qu'on a pour décrire les milieux humides et hydriques, c'est la BDTQ, donc la base de données topographique du Québec, qui a été produite par photo-interprétation il y a longtemps. Ici, c'est un petit exemple. Territoire forestier, photo-interprété, on met une rivière là-dessus, la vie est belle, ça a été fait il y a longtemps, géorectifié, amené tout ça. Mais en bout de ligne, ce qu'on se rend compte quand on va sur le terrain, c'est que les cours d'eau ne passent pas là. La description des milieux de l'eau et des milieux humides, elle est donc imprécise au point de vue cartographique à l'heure actuelle. Maintenant, puisqu'on a des modèles numériques de terrain qui proviennent de données LIDAR, il y a une chose qu'on n'a jamais eue par le passé, c'est d'être capable de voir sous la canopée forestière. Les modèles topographiques qui étaient faits avant n'étaient pas faits avec des données de cet ordre-là. On ne voyait pas sous le couvert forestier. Maintenant, on le peut parce que le LIDAR passe à travers le couvert forestier. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de générer? Bien, des MNT qui montrent clairement que le cours d'eau ne passe pas à bonne place. Mais une fois qu'on le sait, comment on fait pour sortir et extraire les cours d'eau, les mettre aux bons endroits? L'acquisition de données LIDAR se fait de façon massive au Québec à l'heure actuelle. Depuis 2015, le ministère Forêt, Faune et Parcs investit des millions de dollars pour couvrir tout le territoire méridional. On va atteindre d'ici 2021 500 000 km² de territoire couvert par LIDAR. Je ne sais pas si vous le savez, là, il n'y a pas grand place où ils ont autant de données LIDAR. Là, ça fait une grosse bouchée à gérer en même temps. Si vous voyez la carte qui est là, c'est ce qui est déjà disponible. Demain matin, il faut aller chercher les données LIDAR. Ils sont tous disponibles pour Capitale-Nationale, Outaouais, le sud de l'Abitibi, une partie de la Mauricie, la Côte-Nord, une partie du nord du Lac-Saint-Jean. Cette année, il devrait sortir l'Estrie, Mauricie, Laurentides, puis ainsi de suite. Ça va être couvert d'ici 2021. Le MFFP a pris la décision de ne pas rendre le nuage de points disponible à tout le monde. Pourquoi? C'est parce que les gens ne savent pas nécessairement quoi faire avec. Vous êtes géomaticien, pour la plupart, vous allez peut-être savoir comment le faire, vous allez le découvrir, mais l'idée, c'est qu'il produit des produits dérivés. Ça se trouve être le modèle numérique de terrain, le modèle de relief ombré, les pentes, la hauteur de la forêt, et ça, pour les utilisateurs du milieu forestier, c'est des outils hyper efficaces. Ils n'ont pas besoin de travailler longtemps. Tu prends ça, tu mets ça dans ArcGIS, tu es capable de faire ta planification avec cette information-là. Il manque une donnée que les industriels forestiers veulent, les cours d'eau, puis les zones de contrainte aux opérations forestières.
C'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher, parce que je suis hydrologue forestier, je ne suis pas un spécialiste du lidar, je ne le suis pas plus, mes étudiants le sont de plus en plus, mais de mon côté, par contre, je peux vous dire c'est quoi un cours d'eau. Un cours d'eau, ça commence d'abord par des écoulements éphémères. Au sens légal, ça peut s'appeler des fois le drainage, du drainage, oui, c'est ça, c'est ça, drainage naturel. Et c'est aux endroits où il n'y a pas de lit de cours d'eau. Mais lorsqu'il y a un lit de cours d'eau, on tombe dans le régime d'un cours d'eau intermittent, parce qu'il peut y avoir une longue période de l'année où il n'y a pas d'écoulement d'eau, donc des cours d'eau à sec comme ça, il faut les protéger. On a des bandes riveraines à mettre de chaque côté, et la cartographie, à l'heure actuelle, est déficiente de ces milieux-là. La même chose pour les cours d'eau permanents. Eux sont plus faciles à trouver, mais il reste quand même qu'ils louvoient sur le territoire. Ils ont des zones de lignes naturelles des hautes eaux qui sont mal connues, mal définies. Bien, ça, justement, on peut aller vers cette information-là avec les données LIDAR. Les plans d'eau, c'est la même question. Ça date de la BDTQ. Ici, c'est le GRHQ que je vous montre, donc la géobase de référence hydrologique du Québec, qui, en fait, découle de la BDTQ. Les lacs, il y a plein d'incertitudes sur les lacs. Il y a plein de lacs qui manquent, des petits lacs. La même chose pour les étangs. En fait, ils ont été numérisés dans le passé. Des fois, ils ne sont pas numérisés dans le passé. Un étang de castor, quand ça disparaît, bien, le plan d'eau n'est plus là. Il est encore là? C'est encore un lac? C'est pas un lac? C'est pas si facile que ça. Puis les données LIDAR pourraient nous permettre d'aller voir ça. On a un problème avec les eaux peu profondes. Vous le voyez ici dans le bas. C'est des zones à nénuphars. Sur le LIDAR, ça sort complètement différent, mais quand on arrive à la gestion, ça rentre dans les milieux humides. Comment on ferait pour mieux les caractériser? Il y a plein d'enjeux qui sont liés à ça. Ensuite, les rivières à deux rives, ce n'est pas si simple, mais il y en a beaucoup sur le territoire du Québec. Puis là, établir des délimitations précises des rivières à deux rives, ce n'est pas aussi très simple à faire. On peut même rentrer de l'hydrogéologie dynamique là-dedans, ce qui n'est pas mon cas, mais l'idée, c'est qu'on peut, à premier plan, mieux délimiter ces milieux-là. Ensuite, il y a les milieux humides. Je suis un spécialiste des milieux humides, puis là, je vais vous parler surtout des tourbières qui sont des sols organiques, en fait, et qui doivent être évités à tout prix lors d'opérations de récolte forestière parce qu'il y a de l'orniérage qui est possible. Et l'orniérage a des conséquences hydrologiques et sur le rendement des peuplements par la suite. Le problème, c'est que les milieux humides sont très bien définis, très bien délimités grâce au travail de Canard Limité récemment, mais il n'y a rien en bas d'1 hectare qui est délimité. Pourtant, il y a beaucoup de zones de contraintes de drainage sur le terrain qui sont plus petits qu'1 hectare et avec le LIDAR, on est capable de les faire ressortir. La même chose aussi avec les enjeux liés aux étangs vernaux dans certaines régions, qui sont des enjeux écosystémiques très importants et qui peuvent être détectés par le LIDAR. Donc, l'objectif principal de mon projet, c'était de valider par des données de terrain les meilleures approches de modélisation de l'hydrographie linéaire surfacique et des milieux humides. Pourquoi des données de terrain? Bien, parce que c'est facile à produire ces cartes-là. Toutes les cartes que je vous dis là, une couple de clics, un peu de temps, puis on va avoir des cartes qui sont super belles. Par contre, est-ce qu'ils sont vrais? Oh! Il n'y a personne, ça n'existe pas une base de données de cours d'eau. Il n'y en a pas de base de données qui dit ça, c'est un cours d'eau intermittent, ça, c'est un permanent, il commence ici, il finit là. Ça n'existe pas. Donc, comment on fait pour valider ça? C'est facile de produire les cartes, mais après ça, pour être sûr qu'ils sont vrais, c'est une autre chose. Donc, la modélisation hydrographique se base sur un principe très simple où on utilise le modèle numérique de terrain. En fait, vous avez l'image en bas et la donnée à l'intérieur. C'est tout simplement, chaque pixel d'une matrice est représenté par l'altitude du territoire. Ensuite, on calcule par où l'eau va s'écouler. Pas compliqué, ça c'est l'algorithme le plus simple, il y en existe plein, mais le plus simple c'est le D8, où on dit, bien, je prends un pixel, je regarde les 8 voisins, je trouve le pixel qui est le plus bas, puis je mets une flèche pour dire, ça s'écoule par là. Aussi simple que ça. Une fois mis à l'échelle de la matrice, on est capable de déterminer des écoulements. Par la suite, on accumule les flux. Donc, le pixel 1 se vide dans le pixel 2, le pixel 2 dans le 3, et ainsi de suite. Donc, ça accumule de l'eau. Et à partir du moment où on dit, bien, à un certain moment, il y a tellement d'eau qui s'accumule, bien, il doit bien avoir une rivière. Ça va de soi. Donc, l'accumulation des flux, on doit la transformer avec un seuil. Le seuil, c'est de dire à partir de combien de superficie. Ici, c'est un exemple dans le bas à 1000 pixels. Donc, c'est 0,1 km² dans le cadre où on a une MNT qui fait 1 mètre carré. C'est une surface, on dit, bien, à partir de là, il y a un cours d'eau qui commence. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne ça. Mais là, en plus, c'est des couleurs très automnales. Ça va très bien avec le temps qu'on a à l'heure actuelle. Donc, il y a deux affaires sur cette figure-là. Il y a aussi la modélisation des milieux humides. Et ça passe par l'utilisation d'un algorithme qui s'appelle le Topographic Wetness Index. C'est très vieux, ça existe depuis très longtemps. C'est tout simplement de prendre l'accumulation de flux, la partie A dans l'équation, et la diviser par la pente. La pente, en fait, ça veut dire si on a un grand bassin versant qui s'écoule dans une zone où la pente est faible, bien, il va s'accumuler de l'eau.
inévitablement. Donc, cette équation-là est extrêmement simple. Et nous, on l'a mis en application et ça nous sort en vert les milieux humides. Mais vous n'avez même pas idée comment c'est précis. Je vais vous montrer des résultats, c'est vraiment impressionnant. Mais sinon, ce qu'on a réussi à faire, c'est grâce au seuillage, on a dit bien, à partir de 1 hectare, on est dans des éphémères, à partir de 4 hectares, on est dans des cours d'eau intermittents, et à partir de 25 hectares, on est dans des cours d'eau permanents. Ça, c'est ce que les praticiens du milieu forestier nous ont dit, puis c'est comme ça qu'on a utilisé les seuils pour déterminer les cours d'eau. Mais il reste à valider tout ça, parce que dans la vraie vie, si c'est vrai, si c'est aux bons endroits, bien, justement, on l'a fait dans 4 aires d'études, bien, plusieurs aires d'études, en fait, qui vont de la rivière Montmorency, rivière Sainte-Anne, rivière Quinonge, dans l'Outaouais, et Picanac et Kennedy. D'ailleurs, je suis hydrologue, fait que le territoire que je travaille, ce n'est pas des feuillets, c'est des bassins versants, et d'ailleurs, ça amène un gros problème, parce que quand on est obligé de rouler la rivière Sainte-Anne, qui n'est pas un gros bassin versant, c'est 2600 km² qu'on fait rouler à chaque fois. Donc, c'est lourd. Puis l'hydrologie, ça ne se traite pas autrement que par bassin versant. Donc, les enjeux de traitement de données LIDAR à large échelle, en large volume, pour notre laboratoire, ça devient un enjeu qu'on veut explorer dans le futur. Inventaire de terrain. Donc là, c'est ça qui est le cool. Tu prends des étudiants, tu les envoies sur le terrain, tu leur donnes des salaires agréables. Tu leur donnes tout ce qu'il faut pour bien manger, bien se déplacer, puis ils te font, au total, 400 heures personne. 400 jours personne, pas 400 heures personne, 400 jours personne en 2 étés. Vous allez voir, c'est très impressionnant ce qu'on a réussi à faire. Donc, on a envoyé des étudiants sur le terrain avec un GPS à haute résolution, Arrow 100, des petits téléphones intelligents IP68, pas chers, parce que si on les pète, on le jette aux poubelles et on en prend un autre. On n'a pas de temps à perdre. Et à partir de là, bien, on a ArcGIS Collector sur les téléphones qui nous permettent de prendre la donnée partout très rapidement, toujours mise en ligne, toujours mise à jour, toujours entrée dans notre système géomatique. Donc, on a fait des positionnements de cours d'eau, caractérisation de cours d'eau, des inventaires de traverses de cours d'eau. Vous allez voir plus loin pourquoi c'est important, et la délimitation des zones de contrainte. Qu'est-ce que ça donne visuellement? Bien, vous voyez, si on part du bout ici, là, il y a une route, on a mesuré le ponceau, puis après ça, les étudiants ont remonté le cours d'eau, ils sont allés prendre des points de le cours d'eau passe là, donc les points en bleu. Mais aussi, il n'y a pas de cours d'eau. Il n'y a pas de cours d'eau, là, savez-vous, là, on apprend beaucoup avec ça. Nous autres, c'est avec ça qu'on va être capable de dire, là, ça marche pas. Là, c'est bon, là, c'est pas bon. Donc, à partir de là aussi, on a délimité des zones de contrainte, on a des zones humides, on a délimité des zones sèches, on a délimité plein d'informations à travers tout ça. Donc, ce que vous voyez en pointillé mauve, c'était ce qu'on avait dans BDTQ, puis ce qu'on a comme cours d'eau est pas mal plus complexe et grand. Donc, c'est pour vous donner une idée. Ça, c'est l'ampleur de notre inventaire de terrain. Comme je vous disais, 400 jours personne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a mesuré au-dessus de 800 traverses de cours d'eau. On a fait le suivi de 182 cours d'eau, mais sur 182 cours d'eau, on a pris 6000 points de positionnement. Ça, c'est ici un cours d'eau, ici un cours d'eau, ici un cours d'eau. Puis physiquement, il faut se rendre, là. Il y a quelqu'un qui s'est rendu à ces endroits-là. Puis on a 2700 points de ici, il n'y a pas de cours d'eau. Le LIDAR me disait qu'il y avait un cours d'eau, mais il n'y a pas de cours d'eau. Donc, à partir de là, on a une base de données. Il y a en plus de 10 000 photos. Donc, 10 000 photos, 10 000 points de contrôle, c'est complètement fou ce qu'on a monté comme base de données, mais ça ne couvre que 2 régions. 2 régions administratives. Donc, les zones de contrainte, on en a identifié aussi beaucoup, 310 zones de contrainte. Puis, ce que je tiens à vous faire voir par ce tableau-là, c'est que les cases de drainage sur le terrain, on trouvait des sols organiques, dans la grande majorité des cas, qui étaient dans un dépôt de surface cartographique. Donc, on se promenait, là, c'était un territoire qui était classifié comme étant utile sur les polygones éco-forestiers. Puis, on arrive dedans, puis on trouve des petites zones de contrainte qui sont des milieux humides. On en a trouvé plein, puis ils sont généralement sur tous d'autres types de dépôts que des sols organiques. Donc, les entraves anthropiques, pour nous, c'est un problème majeur parce que si notre régime d'écoulement est pas, notre modélisation d'écoulement n'est pas bonne, on n'est pas capable de générer des bons milieux, des topographic wetness index non plus. Donc, tout ça est lié et la présence de routes, vous voyez, si les ponceaux qui sont sur le terrain, qu'on a mesurés, ne font pas passer l'eau sous la route, on est mal pris. Puis dans les algorithmes qu'il faut mettre en place, c'est ou bien remplir ou faire des bréchages. La question du remplissage, c'est assez simple. C'est ce que vous devez faire. Si vous voulez faire les cartes comme celle-là, vous devez rendre hydrologiquement cohérent votre MNT. Et là-dessus, il faut remplir les dépressions, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça élimine beaucoup d'informations, tandis que quand on brèche les zones où il n'y a pas de cours d'eau, en fait, où il y a une route, où il y a une entrave anthropique, on est capable de garder toute l'information.
Ici, c'est pour vous donner un exemple. Quand on a une situation où on remplit, vous voyez le polygone que ça a créé, bien, ça fait dévier les eaux quand on fait notre simulation. Par contre, si on dit un ponceau et on brèche la route, bien là, notre cours d'eau retombe à la bonne place. Ce n'est pas anodin parce que l'étape de bréchage est faite par un logiciel tiers qui est Whitebox, qui est super performant, mais en même temps, le problème, c'est qu'il ne nous répond pas à tous nos problèmes. On a, dans le cas des remplissages, on manque la plupart des traverses de cours d'eau, mais le bréchage nous permet d'améliorer, mais quand même pas de régler toute la situation. Pour les milieux humides, ici, c'est juste pour vous donner la précision. Là, quand les étudiants allaient sur le terrain, ils savaient qu'il y avait un milieu humide, mais quand ils arrivaient sur le terrain avec leur GPS, ils fermaient le GPS, bien, ils gardaient la prise de données, mais ils ne regardaient pas la tablette, puis ils faisaient le tour du polygone. Ils marchaient au complet. Regardez l'exactitude que ça peut avoir, c'est vraiment incroyable, la précision de cet algorithme-là. Il nous reste plein de choses à démontrer par rapport à tout ça, mais en fait, on va continuer à travailler là-dessus. Pour les plans d'eau, bien, les plans d'eau, c'est plus compliqué parce que c'est un travail géomatique qui se base, entre autres, sur le traitement de l'intensité du signal, mais qui n'est pas normalisé au Québec, qui est influencé par le NADIR. On a la classe eau qui est parfois produite, des fois pas produite par les pourvoyeurs de services. On a les modèles de hauteur de canopée, mais qui causent des problèmes avec les routes. On a la convexité de surface. Il y a plein d'approches qu'on a testées, mais on pense qu'il va falloir ajuster tout ça avec l'altitude, donc de dire, quand on a un plan d'eau, quand est-ce qu'on le découpe, puis quand est-ce qu'on arrête la bordure, ça va être en Z. On va travailler avec la donnée Z de LIDAR, mais on est rendu à cette étape-là. On n'a pas encore répondu à cette question-là. Donc, pour faire une conclusion, maintenant, on est rendu dans l'analyse géospatiale. On a la donnée, on est capable de produire tout ce que vous voulez comme type de modélisation possible et imaginable. On a épluché la littérature. Des méthodes de production de cartes d'écoulement ou de topographic wetness index, il y en a des centaines. Laquelle est la meilleure? C'est ça qu'on veut essayer de trouver par analyse géospatiale de nos données de terrain. On sait que les enjeux les plus importants pour les cours d'eau, c'est la calibration des seuils et on est certain que les dépôts de surface jouent un rôle parce que si vous avez des sols très perméables dans votre bassin versant ou sur le lieu physique où se trouve votre cours d'eau, vous allez avoir des problèmes. Nous, on a vu des cours d'eau permanents disparaître dans des bancs de sable. Rendu dans le LIDAR, là, comment on fait pour traiter ça? On sait qu'on a un problème, puis il va falloir adresser la question. On travaille sur ces aspects-là. L'autre aspect hyper important, c'est le bréchage des routes, parce qu'on le sait que les surfaces anthropiques sont archi importantes, et le bréchage automatique sur des énormes territoires va devenir inévitable. On ne pourra pas faire du bréchage à la main, mais il y a différentes approches qu'on teste, et une d'entre elles est de faire disparaître les routes. Mais ça, on n'est pas encore rendu à le faire parce qu'on ne sait pas sont où les routes. C'est aussi simple que ça. On a des lignes vectorielles qui passent à côté des chemins quand tu regardes sur le LIDAR. Donc, il faut retrouver sont où nos chemins, c'est quoi leur centroïde, c'est quoi leur largeur. Ça reste aussi, ça, une étape hyper importante donc, de détection des chemins pour arriver à faire des meilleures cartes de cours d'eau. Ça va de soi. Les zones de contrainte, on ajuste le Topographic Wetness Index, on a le D8, le MD8, c'est deux approches de traitement. On se rend compte qu'il y en a qui sont plus performantes que d'autres. Et on essaie de comparer à l'heure actuelle l'autre algorithme que vous allez probablement entendre parler dans la littérature, qui est le Depth to Water, qui est un autre principe qui est hydrologiquement valable, mais qui ne nous semble pas tout à fait approprié à la recherche et à la détection de zones de contrainte comme nous on a cherché, mais plutôt comme des zones inondables. Ça devient hyper pertinent dans le mandat en fait, de la détermination de l'espace de liberté des rivières, par exemple, mais nous, on n'y va pas de ce côté-là. On va le comparer quand même. Et pour les plans d'eau, on va considérer l'altitude parce que c'est un enjeu important de déterminer des nouveaux plans d'eau plus précis sur les cartes aussi. Donc voilà, la liste est longue. Puis en plus, il manque Léo Pinchot, qui est dans la salle. Mais en fait, c'est un paquet d'étudiants, des professionnels de recherche, des partenaires au CERFO, des partenaires au ministère, d'autres professeurs. Donc, il y a du monde qui ont suivi en masse là-dedans. Il y en a d'autres qui ont suivi du cerveau. Et puis, c'est ça. Donc, nos partenaires financiers, c'est le ministère Forêt, Faune et Parcs et MITAC, c'est le CERFO. Donc, merci beaucoup.